Bonjour à toutes et tous et bienvenue à ce balado avec nul autre que notre ministre de l'Environnement et du Changement climatique fédéral, Monsieur Stephen Guilbeault. Bonjour Hélène. Bonjour, monsieur le ministre. Bienvenue. Merci beaucoup de prendre votre temps précieux parce que le ministre est sollicité beaucoup pendant les négociations et il prend quelques minutes de son temps précieux pour nous accorder ce balado aujourd'hui. Ça fait plaisir. Merci à vous. Je voulais revenir sur la COP 26 à laquelle vous aviez participé, puis nous dire qu'est-ce que vous avez retenu, qu'est-ce que vous avez retenu de cette COP et quels sont vos objectifs pour la COP de cette année? Je pense que les Britanniques ont réussi à faire quelque chose qu'on n'avait jamais réussi à faire jusque-là, c'est de briser les silos entre climat, nature, biodiversité et océan. Et de vraiment essayer de faire en sorte que dans le cadre de ces grandes conférences-là et de notre approche au niveau national, on travaille ces dossiers-là comme un tout. C'est sûr que c'est un peu compliqué parce que là, on est à la conférence sur le climat, puis dans quelques semaines, il y a celle sur la biodiversité, puis il y a des négociations sur les océans. Mais malgré ces défis, je dirais, structurels-là, bien, hier, on a eu un événement ministériel sur la COP 15 qu'on a organisé avec le secrétariat des Nations unies de la Convention sur la diversité biologique, conjointement avec la Chine. Il y avait des ministres de l'Indonésie, de plusieurs pays en voie de développement, des ministres du Nord également, de l'Union européenne, de la Grande-Bretagne. Donc, je pense que c'est un bel exemple de comment on peut arriver à briser les silos. Et ça, je pense que c'est un legs important de la part des Britanniques. L'autre élément très important, c'est ce qu'on appelle l'entente sur le climat de Glasgow, le Glasgow Climate Pact, qui nous permet de continuer à travailler pour prévenir que l'augmentation des températures ne dépasse 1 degré Celsius. Et tous les éléments de ça sont très importants. Alors, je pense que c'est vraiment les deux grands legs de la conférence de Glasgow. Puis, cette année, en quoi la conférence de COP 27 se distingue de la COP 26 selon vous? Principalement par rapport à deux éléments. Le premier, c'est que les Égyptiens ont voulu mettre beaucoup l'accent sur la mise en œuvre. En disant un peu, bien, c'est beau de s'entendre à l'international, mais après ça, il faut revenir à la maison, se relever les manches et faire le travail. Parce une des choses qu'on a essayé de faire depuis un peu plus d'une semaine ici, c'est de montrer qu'au Canada, il y a beaucoup de travail à faire, mais qu'on s'y attaque. Cette année seulement, on a soit adopté ou nous sommes en processus d'adoption de 6 nouveaux règlements pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre au pays. On a annoncé au mois de mars dernier 9 milliards de dollars supplémentaires en investissement dans les technologies propres et dans l'énoncé économique de Mme Freeland, à peu près 10 milliards de plus ou l'équivalent de 10 milliards de plus, parce qu'il y a des crédits d'impôt là-dedans, donc c'est pas de l'argent qu'on met sur la table, mais ce sont des investissements malgré tout. Donc, de montrer qu'au Canada, nous sommes en mode mise en œuvre, tout en reconnaissant qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Et puis, vous avez, pour la première fois, félicitations, vous avez un pavillon, le pavillon du Canada. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la fonction de ce pavillon? Alors, les pavillons servent à plusieurs choses, mais donc il y a un endroit où il y a des tables, on a un petit café, les gens, beaucoup du Canada, mais pas juste du Canada, peuvent se rencontrer, avoir des discussions. Ça permet aux Canadiens, aux Canadiennes qui sont ici, qu'ils soient du gouvernement ou non, qu'ils soient du secteur privé, du secteur associatif, les ONG, les peuples autochtones. C'est un lieu de rencontre, mais il y a aussi une salle de conférence où on peut tenir des panels, des conférences, il peut y avoir des présentations. Et je vous dis ça de mémoire, là, mais je pense que pendant les 2 semaines de la conférence, il y a plus de 78 événements qui ont été organisés par des gens de la société civile, par les peuples autochtones, nous, on en a organisé plusieurs avec des partenaires où nous avons plusieurs partenariats au niveau international sur différents éléments de la lutte au changement climatique. Donc, c'est vraiment devenu un lieu de rencontre. Et je dirais qu'une des particularités du pavillon, c'est qu'il a été pensé, dessiné, la programmation a été faite en collaboration avec les peuples autochtones. Ah, bon. Même le logo a été imaginé, donc ça a été un travail conjoint. Donc, on voulait que le pavillon du Canada reflète toute la diversité canadienne.
bravo en tout cas pour cette initiative. C'est la première fois, effectivement. Oui, c'est ça. Oui. L'année dernière, il y a eu beaucoup d'annonces à la COP 26. Et puis, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que le Canada a mis en œuvre dans le terme d'engagement pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre qui avait peut-être été annoncé l'année dernière? Est-ce que vous êtes en mesure de nous en parler? Par exemple, nous avons adopté cette année le règlement sur la teneur en carbone des carburants, qu'on appelle communément le Clean Fuel Standard. Alors, c'est maintenant, ça fait partie de l'ensemble des lois et règlements qu'on a au Canada pour réduire l'empreinte carbone des combustibles utilisés, l'essence et le diesel au Canada. Nous avons lancé des consultations sur le règlement de mettre un plafond sur les émissions de gaz à effet de serre du secteur du pétrole et du gaz. Oui. Nous avons pris beaucoup d'engagements l'année passée et cette année encore sur le méthane. Et il y a toute une coalition internationale de lutte au méthane, puisque chaque fois qu'on réduit une tonne de méthane, c'est un peu comme si on réduisait 28 tonnes de CO2. Si on s'attaque rapidement au méthane, on peut avoir des impacts importants sur la réduction de l'augmentation des températures. On a déjà un règlement au Canada pour réduire les émissions de méthane de 40 à 45 d'ici 2025 dans le secteur du pétrole et du gaz. On a présenté il y a 2 jours les détails du règlement qui va nous permettre de nous rendre à 75 de réduction, ce qui constitue à ce jour l'un des objectifs les plus ambitieux au monde. Nous étions engagés également à travailler sur la mise en place d'un règlement sur la loi zéro émission au niveau fédéral. Les consultations ont commencé et on va présenter dans la première moitié de l'année le règlement dans sa première forme pour consultation. Et donc, vers la fin de l'année 2023, on devrait avoir le règlement final. Donc, tout ça, ce sont des éléments qu'on avait annoncés dans le cadre de la conférence à Glasgow. Que vous avez avancé et réalisé, bravo. Ou que nous sommes en train de réaliser. On le sait, dans une démocratie, adopter une loi, adopter un nouveau règlement, il faut faire des consultations avec les provinces, les territoires, le secteur privé, les peuples autochtones, les ONG, les experts. Mais ça peut prendre jusqu'à 5 ans. Moi, quand je suis arrivé comme ministre de l'Environnement, j'ai dit à partir de maintenant, on fait ça en 2 ans. On va couper de moitié. Est-ce qu'on va toujours arriver à 24 mois précis? Peut-être que ça va être 25 ou 26, mais ça ne sera pas 5 ou 6 ans. On n'a pas le temps de prendre tout ce temps-là. Alors oui, on passe pour ça. Donc, nous, on est essoufflés parce qu'on vous suit, on suit votre cadence. Je voulais parler avec vous de la tarification carbone parce que nos entreprises, comme vous le savez, elles sont en concurrence avec des entreprises qui sont situées dans des pays où il n'y a pas de tarification carbone. Qu'est-ce que le Canada fait pour essayer d'élargir la tarification carbone à l'échelle mondiale? Il y a 2 choses sur lesquelles on travaille. Alors, l'an passé, à Glasgow, le premier ministre a lancé le défi le défi global pour la tarification carbone. À Glasgow, il y a à peu près 20 de l'économie mondiale où il y avait un système de prix sur la pollution. Et le premier ministre, le défi qu'il a lancé, c'est que d'ici 2030, ce soit 60 des pays du monde qui aient un système de tarification. Pourquoi? Parce que l'ensemble des experts reconnaissent que c'est, sinon la façon, certainement l'une des façons les plus efficaces pour lutter contre la pollution climatique. Bien, on a organisé ici, justement, au pavillon du Canada, en collaboration avec le Pakistan, le Chili, la Grande-Bretagne, la Suède et la Banque mondiale, un événement il y a quelques jours où la Banque mondiale nous disait bien, on est rendu à 25 Donc, en un an, on est passé de 20 à 25 Alors, on n'est pas à 60 Non, mais c'est encourageant. Mais on avance. Et ce qui est intéressant, c'est que lors de notre événement, on a des discussions avec plusieurs pays en voie de développement qui regardent le système canadien comme étant un système très intéressant de par le fait qu'on recycle les revenus vers les familles de la classe moyenne et les familles les plus pauvres. Innovateur. Alors, c'est à la fois un outil environnemental de lutte au changement climatique, mais un outil social. Alors, des pays comme la Colombie, le Chili, qui étaient sur le panel, et la ministre chilienne, Maïssa Rosa, disait on trouve ça très intéressant ce que fait le Canada. J'ai eu des discussions avec des gens de l'équipe de transition du gouvernement Lula au Brésil. Donc, nous sommes activement engagés et le premier ministre a pris le téléphone et a appelé des vis-à-vis la Grande-Bretagne qui a déjà un système de tarification. A dit, nous, on se joint à votre défi parce qu'on veut améliorer notre système, on veut le rendre meilleur, on veut travailler avec vous pour trouver plus de pays. Alors, il y a ça d'une part qu'on fait et d'autre part, et c'est beaucoup la ministre des Finances, Mme Freeland, qui travaille là-dessus, mais toute la notion
des taxes d'ajustement À aux la frontières. frontière, oui, si vous pouviez nous en parler, parce que Oui. l'Europe, au cours des 2 dernières années, a avancé considérablement. Oui. Puisque le Et on a Canada, des discussions avec l'Europe là-dessus, avec les États-Unis et avec d'autres partenaires. C'est dans la lettre de mandat, donc dans les instructions que le premier ministre a données à Mme Freeland. Alors, nous ne sommes pas aussi avancés que l'Union européenne là-dessus, mais ça avance au Canada également et on a des discussions avec nos partenaires, nos principaux partenaires économiques spécifiquement là-dessus. Puis, dans votre plan climatique, vous aviez annoncé votre volonté d'assurer une pérennité Oui, à la oui. tarification carbone. Est-ce qu'il y a des actions qui ont été posées? Je crois qu'il y a quelque chose qui a été prévu dans l'énoncé économique récemment. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Et ça, j'aimerais pouvoir dire que c'était notre idée, que c'était mon idée. C'est pas le cas. C'est une idée du secteur privé. C'est des investisseurs, des entreprises qui veulent faire des investissements importants dans la décarbonation, qui nous ont dit, nous, on voudrait utiliser le prix sur la pollution dans notre montage financier. Ça peut avoir une valeur auprès des institutions financières, mais l'enjeu, c'est on ne sait pas s'il va être là dans 2 ans ou dans 5 ans. Alors, pouvez-vous trouver une façon de garantir dans le temps le prix sur la pollution? Donc, on a énoncé le principe dans le plan de lutte présenté au mois de mars et dans l'énoncé économique de Mme Freeland il y a quelques semaines. On a annoncé qu'il y a un bras du gouvernement fédéral qui va travailler à la mise en place donc, on a identifié l'organisation au sein du gouvernement fédéral qui va travailler à la mise en place de ça au cours des prochains mois. Alors, ça avance et moi, j'ai bon espoir que quelque part au milieu de l'année prochaine, probablement, on aura les principes et les entreprises pourront commencer à bénéficier de ce système-là. C'est un outil qui va assurer de la prévisibilité et qui va permettre de maintenir la tarification carbone, même s'il y avait un gouvernement qui n'était pas en faveur de la tarification carbone. Hein? C'est ce qu'on Exactement. peut espérer. Je rêve du jour où on n'aura plus ce genre de yo-yo-là Oui. au Canada. Oui. J'ai des conversations. C'est quand même fascinant. Je travaille beaucoup avec le gouvernement britannique, à la fois sur les changements climatiques et sur la question de la biodiversité. C'est un gouvernement de droite, populiste, Oui. pro-lutte au changement climatique, pro-conservation. Alors, il n'y a pas de raison que parce qu'on est conservateur, on ne peut pas être en faveur de ces choses-là. Et honnêtement, Hélène, le gouvernement britannique est probablement l'un des gouvernements avec lequel on a le plus d'atomes crochus sur ces ben questions-là. Alors que politiquement, on n'est pas... aurait pensé le contraire, on ben est- oui. On ne lâche pas la même enseigne du tout, mais sur ces questions-là, on est tout à fait alignés. Bien, tant mieux, parce que quand l'Italie puis la Suède ont pris l'extrême droite a pris le pouvoir, je me suis dit, qu'est-ce qui va arriver avec la tarification? Alors, espérons que ça va se poursuivre. Il me reste 2 questions pour vous. Une sur les solutions vers la nature. Hein? Vous aviez évoqué cette possibilité l'année passée qu'il faudrait peut-être regarder la nature pour apporter des solutions au changement climatique. Nous aurons la COP 15 sur la biodiversité à Montréal. Est-ce que vous pensez toujours que oui, les solutions à la nature peuvent être combinées aux solutions climatiques pour essayer d'avancer dans le dossier du climat? Absolument. Non seulement je le pense, mais nous avons déjà commencé à faire des investissements là-dessus au niveau canadien et au niveau international. Alors, l'an passé, à Glasgow, le Canada s'est engagé à doubler son aide climatique internationale à 5,3 milliards de dollars. De ça, il y a 20 qui va aller à des projets basés sur la nature dans les pays en voie de développement. Mais au Canada, on a déjà commencé, par exemple, on travaille avec la Ville de Montréal pour créer ce qui sera l'un des plus grands parcs urbains au Canada, sinon le plus grand dans l'ouest de l'île. Et outre la très bonne nouvelle de créer un nouveau grand parc, bien, ce parc-là va servir d'éponge au printemps pendant les crues printanières. Donc, pour absorber l'eau, pour qu'on ait moins de problèmes d'inondation. Puis on sait que dans l'ouest de l'île de Montréal et sur une partie de la rive nord, c'est un enjeu. On a des inondations qui arrivaient aux 100 ans auparavant, qui arrivent aux 3 ou 4 ans maintenant. Alors, et là maintenant, on utilise, ces projets-là sont beaucoup financés, en partie par le ministère de l'Environnement, mais par le ministère des Infrastructures. On utilise de l'argent qui traditionnellement on aurait fait des trucs avec du béton, puis de la mécanique. Mais on se rend compte que d'utiliser la nature, c'est très durable, ça coûte beaucoup moins cher et ça se fait très rapidement. Alors, et des projets comme ça, on en a fait plusieurs à travers le Canada, et plus ça va aller, plus on va en faire. Donc, ça va dans la bonne direction que la nature avec le climat. On peut Exact. s'avancer.
transition juste. Hein? On Oui, sait oui. que la question de l'action climatique passe par une transition juste. Est-ce que vous savez si le projet, si vous pouviez me le dire, si le projet de loi sur la transition juste sera déposé sous peu, quel sera votre rôle? Parce que je pense que ce sera votre collègue des ressources naturelles, M. Wilkinson, qui devrait probablement déposer ce projet de loi. Et la question de la transition juste n'est pas dans ma lettre de mandat. Il faut dire qu'après la ministre des Finances, j'ai la deuxième lettre de mandat la plus longue de tous les ministres. Je pense que le premier ministre a voulu me faire un peu l'économie de ça, même si, évidemment, j'en discute avec mes collègues, mais c'est une responsabilité conjointe de la ministre Qualtrough, du ministre Wilkinson aux ressources naturelles et du ministre O'Regan, ministre du Travail. Et le projet de loi s'en vient. Je pense qu'au début de la session, quelque part au début de la session parlementaire de 2023, on va pouvoir commencer à discuter de façon très concrète de ce projet de loi-là. Très bien. On va vous lire attentivement. On sera là aussi pour vous donner nos impressions. Puis en terminant, les discussions, négociations, ça se passe bien? Ce sont toujours des négociations complexes. Il y a 195 pays qui sont ici représentés. On parle souvent dans les médias, on va parler de 2-3 enjeux, mais il y a beaucoup, beaucoup d'enjeux de négociation. Alors, je vous dirais qu'on n'est peut-être pas là où je souhaiterais que l'on soit au moment où nous sommes présentement, mais il reste encore 3-4 jours de négociation. Alors, si tout le monde y met du sien, de la bonne volonté puis un peu d'énergie, je pense qu'on peut y arriver. On vous le souhaite. Merci. C'était une entrevue très agréable et puis maîtrisez toujours si bien vos dossiers. Et encore une fois, je remercie le ministre qui a pris, parce que comme il est dans ces négociations, là, il a vraiment pris son temps précieux pour être avec nous aujourd'hui. Donc, vous pouvez compter sur nous si vous avez besoin d'idées, commentaires. Nous sommes là pour travailler avec vous, Monsieur le ministre. Merci encore pour tout ce que vous faites pour la cause climatique et la cause biodiversité. On vous verra à la COP 15 à Montréal. Ouais, merci beaucoup, Hélène. Au plaisir. Merci, au plaisir. Au revoir. Au revoir.